Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures à la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, le Premier ministre préside une réunion de suivi du plan national de riposte contre la sécheresse. Toujours dans l'actualité nationale, mais direction le Nord, où le ministre de la Santé effectue une visite de travail à Obok. Et enfin, dans l'actualité internationale, en Proche-Orient, 5 soldats israéliens tués dans une embuscade au nord de Gaza, où nous verrons en fin de journal. C'était le titre. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, à la une, le Premier ministre, son Excellence, M. Abdelkader Kal Mohamed, a reçu aujourd'hui au Salon d'honneur de la primature Mme Emma Eno, représentante résidente du programme des Nations Unies pour le développement, à l'occasion de sa visite d'adieu, en présence de M. Abdelkader Moussa Hilem, ministre de l'Environnement. En poste à Djibouti depuis plus de 3 ans et demi, Mme Eno s'apprête à rejoindre le Burundi pour une nouvelle affectation. Elle a exprimé sa profonde gratitude à l'endroit du gouvernement djiboutien pour l'accueil chaleureux, la collaboration étroite et le soutien constant dont elle a bénéficié tout au long de son mandat. Les échanges ont permis de faire un point d'étape sur les actions conjointes menées dans ces secteurs stratégiques, notamment dans le domaine de l'énergie, et d'évoquer les perspectives de poursuivre des consolidations des projets engagés. Le Premier ministre et la représentante ont également souligné l'urgence de renforcer les efforts en faveur de l'emploi des jeunes, enjeu prioritaire pour le développement inclusif de la République de Djibouti. Ont également pris part à cette rencontre M. Digne Abdellah Omar, secrétaire général du ministère de l'Environnement, ainsi que M. Youssouf Aoulet, directeur de cabinet du Premier ministre. Eh bien, je vous disais dans le titre, où le Premier ministre, son Excellence M. Abdelkader Kal Mohamed, a présidé aujourd'hui à la primature la 3e réunion de suivi du plan national de riposte à la sécheresse, lancé conformément aux directives du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh. Cette réunion stratégique a rassemblé les principaux membres du gouvernement, notamment les ministres de l'économie, de la solidarité, des affaires étrangères, de l'intérieur, de la défense, de la culture, de la décentralisation, de l'environnement, de la santé, ainsi que les secrétaires généraux de la présidence, du gouvernement, de la culture, ainsi que le directeur et le chef du cabinet du Premier ministre. Face à la crise climatique qui frappe durement plusieurs régions du pays, le gouvernement djiboutien se mobilise pour assurer une réponse rapide, coordonnée et solidaire. Un comité interministériel placé sous la coordination directe du Premier ministre supervise les actions sur le terrain. Actions en cours, à savoir l'acheminement d'eau potable par camions-citernes, civils et militaires, distribution des vivres et d'aliments pour le bétail, réparation des forages et installation des nouveaux réservoirs, déploiement d'unités mobiles de santé pour la prise en charge des enfants souffrant de malnutrition, des femmes allaitantes, des personnes vulnérables, assistance aux populations déplacées. Des convois partis hier ont déjà atteint les régions de Dikil, d'Ali Sébié, d'Obok et de Tadjoura, où les sites prioritaires de distribution ont été définis en fonction des besoins d'urgence par les préfets et les conseils régionaux. La région Tarta sera desservie demain. À ce jour, environ 500 familles ont bénéficié de l'aide d'urgence et les opérations se poursuivront et les dispositions stratégiques. Le stock stratégique national a été doublé, augmentant les réserves disponibles. Ainsi, une gestion rigoureuse des stocks est en place pour éviter toute péremption, huile, pâtes conservées et enzymes. Une mission d'inspection des terrains conjointe armée et techniciens est déployée pour évaluer l'efficacité de la distribution. L'urgence nutritionnelle infantile justifie l'introduction d'aliments enrichis dans les colis de secours. Une deuxième phase d'intervention sanitaire est prévue selon les besoins relevés. Le Premier ministre a salué l'engagement de l'ensemble des forces vives mobilisées, y compris les autorités locales, les services techniques, les acteurs humanitaires, les volontaires, les communautés bénéficiaires, appelant à maintenir cette dynamique collective au service des populations affectées. Eh bien, de la direction le sud du pays, où le changement climatique a impacté bon nombre d'endroits sur le globe, et la République de Djibouti n'a pas été épargnée. Une équipe de la radio-télévision de Djibouti s'est rendue dans la région de Dikil, où sévit une sécheresse sans précédent ces dernières années. Regardons, c'est un document de la rédaction.
La région de Dikil, déjà aride, est frappée par une sécheresse sévère et prolongée, résultat d'un déficit pluviométrique et de l'impact du changement climatique. Dikil, connu pour son élevage et son agriculture, est aujourd'hui à la merci d'une sécheresse sans merci. Une situation humanitaire préoccupante, exigeant une aide d'urgence et des solutions durables pour renforcer la résilience face à ces épisodes de sécheresse récurrents. Une équipe de la RTD s'est rendue sur place. La région du Dikil est depuis longtemps le théâtre d'une sécheresse récurrente qui pèse lourdement sur ses habitants. Ce n'est pas un phénomène nouveau, mais une réalité implacable qui façonne le quotidien des communautés pastorales et agropastorales de cette partie de la République. Année après année, le cycle se répète. Les pluies rares et capricieuses ne suffisent pas à recharger les nappes phréatiques ni à faire verdir les pâturages. Les wadis restent à sec et les rares points d'eau se tarissent rapidement, forçant bétail et humains à entreprendre des migrations toujours plus longues et plus périlleuses en quête de survie. La sécheresse n'est pas seulement un défi climatique, c'est une preuve humaine qui interpelle. Elle nous rappelle l'urgence d'agir pour soutenir ces communautés et les aider à construire une résilience durable face à un climat de plus en plus imprévisible. Dans les localités et sous-localités de cette région, l'impact de la sécheresse et du réchauffement climatique est particulièrement criant. Les éleveurs voient leur cheptel, leur unique richesse et moyen de subsistance décimés par la soif et la faim. Autrefois pilier de l'élevage et de l'agriculture, Dikil est aujourd'hui à la merci de ces conditions climatiques extrêmes. Les pluies, déjà rares et irrégulières, ont été nettement inférieures aux moyennes saisonnières, voire inexistantes dans certaines zones. Cette absence de précipitations prolonge une période de sécheresse récurrente qui affecte la région depuis plusieurs années, sans véritable répit entre les cycles. Cette situation a engendré une crise humanitaire préoccupante, nécessitant une aide d'urgence immédiate. Au-delà de l'aide ponctuelle, il est crucial de mettre en place des solutions durables pour renforcer la résilience de la région face à des épisodes de sécheresse qui deviennent malheureusement récurrents. Les plus vulnérables face à cette situation inédite sont notamment les éleveurs qui voient leur cheptel diminuer à vue d'œil et restent impuissants face à ce désarroi. Nous sommes touchés depuis un peu plus d'une année par une terrible sécheresse qui décime peu à peu notre cheptel et l'élevage devient de plus en plus difficile chaque jour. Et par voie de conséquences, cela rend difficile également la vie en communauté. Nos enfants tombent régulièrement malades à cause du manque récurrent d'eau. Nous demandons à notre gouvernement de nous venir en aide. Nous n'avons jamais vécu pareille sécheresse, une catastrophe qui touche d'ailleurs plusieurs endroits du globe. L'élevage est tout simplement impossible dans ces conditions. Aucun de nos animaux n'est épargné. Nous ne savons pas ce que l'avenir nous réserve et nous avons surtout peur pour nos enfants qui sont les premières victimes de cette calamité. Nous manquons cruellement d'eau et notre santé se détériore de jour en jour. Nous devons parcourir tous les jours des dizaines de kilomètres pour chercher des points d'eau pour nous-mêmes et notre cheptel. Mais entre notre besoin en eau et celui de nos animaux, le choix est extrêmement difficile, voire impossible. Nous attendons avec impatience le soutien et l'aide de notre gouvernement. Nos animaux n'ont plus rien à manger à cause du manque de pâturage. Et après avoir marché durant des heures pour trouver un point d'eau, nous devons parfois attendre des heures entières. Cette situation n'est tout simplement plus supportable. Nous avons besoin d'aide. Les coopératives propriétaires des périmètres agricoles de la région ne sont pas épargnées par ce phénomène naturel, mais ô combien dévastateur.
Nos jardins et périmètres agricoles étaient jadis très productifs et nous permettaient de subvenir à nos besoins. Mais ces 2 dernières années, nos avantages ont drastiquement été revus à la baisse à cause des aléas climatiques et malgré notre travail acharné et notre persévérance, les résultats restent inchangés. Nous n'arrivons plus à irriguer la totalité de nos périmètres agricoles par manque d'eau. Et le plus souvent aussi, nos plantations sont attaquées par des parasites qui empêchent nos fruits et légumes d'arriver à maturité. Nous n'avons plus d'autre solution que de demander à notre gouvernement de nous apporter des réponses adéquates face à ces catastrophes qui mettent nos plantes, nos vies et celles de nos familles en péril. La localité d'Abaïtou regorgeait d'eau grâce à l'oued qui le traversait. Aujourd'hui, ce dernier tend vers l'assèchement à cause du réchauffement climatique qui ne cesse de sévir. Cette eau permettait aux puits d'alimenter les jardins grâce auxquels l'on pouvait se nourrir. Mais tout ceci n'est qu'un lointain souvenir désormais. Nous avons cruellement besoin de denrées alimentaires de première nécessité, mais également d'eau potable pour nous-mêmes et notre cheptel. Face à cette situation, le gouvernement djiboutien, avec à sa tête le président de la République Ismaël Omar Guelleh, a décrété l'état d'urgence pour venir en aide à ces populations vulnérables, durement touchées par une sécheresse sans précédent et par l'impact du changement climatique. J'ai demandé à vous voir aujourd'hui, c'est que mon peuple aujourd'hui a un problème de sécheresse. Il n'y a pas de pluie. Nous sommes des hommes et des femmes ici qui pensent à leur pays, qui pensent à leur population. Il faut préparer la riposte, la réponse, l'action, n'est-ce pas? Il convient à chacun d'entre vous avec la coordination du Premier ministre, mettre en place un plan d'action viable et urgent. Vous êtes à la tête des départements, plus sensibles les uns que les autres. Il convient de répondre à l'appel de notre population. Sitôt dit, sitôt fait. Le gouvernement, par l'intermédiaire du comité en charge de la lutte contre la sécheresse et présidé par le Premier ministre Abdelkader Kamil, a lancé ce lundi 7 juillet les opérations d'octroi de l'eau de denrées alimentaires de première nécessité et des citernes d'eau pour les populations vulnérables de la région de Dikil. Et c'est le ministère des Affaires sociales et de Solidarité qui était en charge de l'acheminement de ces camions chargés à ras-le-bord. En somme, la région de Dikil reste confrontée à des défis importants liés à la sécheresse, mais des actions sont en cours pour renforcer la résilience et apporter une aide humanitaire. L'accent est mis sur une approche intégrée combinant l'aide d'urgence avec des solutions à plus long terme axées sur la résilience climatique et la gestion durable des ressources. Eh bien, après avoir desservi les régions de Dikil et de Tadjoura, le convoi humanitaire est arrivé aujourd'hui à Obok dans le cadre du plan d'urgence national de soutien aux populations rurales touchées par la sécheresse. Composé de plusieurs camions transportant des vivres et des produits de première nécessité, l'acheminement s'est déroulé dans de bonnes conditions. Dès leur arrivée, les véhicules ont rapidement pris la route vers la localité de Hidli, les plus durement frappées, afin de distribuer l'aide sans délai. Cette opération d'envergure a été supervisée sur place par le préfet de la région d'Obok, Moussa Adel Migeni, ainsi que par le président du conseil régional, Mohamed Ismail, en coordination avec les services techniques concernés. Ces déploiements humanitaires constituent l'une des nombreuses actions prévues par le gouvernement dans le cadre de sa stratégie de réponse rapide à la sécheresse. D'autres envois sont en programme dans les jours à venir vers les régions les plus exposées.
Eh bien, le gouvernement djiboutien réaffirme ainsi son engagement à ne laisser aucun citoyen de côté face aux conséquences du changement climatique. Écoutons les autorités locales. Dans les directives du comité ministériel ad hoc, nous avons reçu ce matin à Obok les vivres destinés à la localité de Hedley en réponse à la sécheresse qui sévit dans la région. Actuellement, nous sommes à Hedley, en présence de local général de Hedley. Nous avons livré pour 156 ménages les vivres, ainsi que l'eau avec les 2 camions citernes qui nous ont été octroyés. Je remercie le conseil régional qui a été très précieux dans l'acheminement et surtout l'armée qui nous a vraiment prêté main forte. Je remercie encore une fois l'équipe du ministère des Affaires sociales et de la solidarité qui est partout dans la région et qui répond toujours présent et qui nous a aidés tout le long de cette difficulté. Ici sont présents aussi les médecins et les infirmiers qui, depuis hier soir, sont venus dans cette localité pour les soins, surtout pour les femmes et les enfants. Parce que quand on parle de sécheresse, c'est toujours les plus vulnérables qui sont touchés en premier, les enfants. Donc je le remercie. Je remercie aussi le ministère de la Santé pour acheminer tous ces vivres ainsi que les aliments pour bétail dans cette localité très reculée de Hedley. Dès là, je vous emmène dans le sud du pays où le gouvernement intensifie ses efforts pour venir en aide aux populations les plus durement touchées. Cette mobilisation nationale s'inscrit dans le cadre de l'appel urgent lancé par son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, président de la République, exhortant à une action rapide, solidaire et coordonnée face à la gravité de la crise humanitaire en cours. Dans ce contexte, le premier convoi humanitaire composé de 5 camions transportant des vivres et des produits de première nécessité est arrivé aujourd'hui dans la région d'Ali Sébié, marquant une étape cruciale dans la mise en œuvre du plan d'urgence. Cette opération d'envergure a été supervisée sur place par le préfet de la région d'Ali Sébié, Abdelmalik Mohamed Banouita, ainsi que par le président du conseil régional, M. Shermak Hassan Alale, en présence des autorités administratives, coutumières et religieuses, ainsi que d'un grand nombre d'habitants venus témoigner de leur reconnaissance. Les aides acheminées comprenaient notamment des denrées alimentaires. Ces déploiements humanitaires constituent l'une des nombreuses actions prévues par le gouvernement dans le cadre de sa stratégie de réponse rapide à la sécheresse. D'autres envois sont programmés dans les jours à venir vers les régions les plus exposées. Le gouvernement djiboutien réaffirme ainsi son engagement à ne laisser aucun citoyen de côté face aux conséquences du changement climatique. Eh bien, comme je vous le disais, le gouvernement djiboutien réaffirme ainsi son engagement à ne laisser aucun citoyen de côté face aux conséquences du changement climatique, tout en appelant à la mobilisation de la communauté internationale, des organisations humanitaires et des partenaires au développement pour appuyer cet effort national. Écoutons les autorités locales. Aujourd'hui, c'est le premier vague que nous acquisons en réception. Nous sommes tous réunis ici aujourd'hui pour agir efficacement, comme l'a ordonné le président de la République, qui a lancé l'appel et la réponse a été rapide. Donc, sous l'impulsion du Premier ministre qui coordonne ces actions, nous sommes aujourd'hui à Ali Sabih et demain matin très tôt, nous allons nous rendre à Guestir et dans les localités proches de Guestir pour acheminer les aliments nutritifs tant pour l'être humain que pour les animaux. Donc ainsi que le ministère de la Santé à travers la direction régionale et les sous-directeurs de l'agriculture, nous allons effectuer aussi des soins au niveau des personnes, mais également au niveau des animaux. Donc nous remercions à la fois le président de la République qui a agi très rapidement, qui a demandé à ce que les gouvernements coordonnent ensemble l'action et qu'ils agissent sur le terrain. Direction France, où dans le cadre de sa participation à la 50e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie,
Son Excellence, M. Dileta Mohamed Dileta, président de l'Assemblée nationale de la République de Djibouti, a été officiellement reçu aujourd'hui par Mme Yael Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale française, à l'hôtel de la Saï, siège de l'Assemblée nationale. À son arrivée, M. Dileta Mohamed Dileta a bénéficié d'un accueil diplomatique protocolaire avec tous les honneurs marqués par une cérémonie solennelle rendue par la garde républicaine française, traduisant l'importance accordée à cette visite de haut niveau. Le président Dileta est le tout premier des 28 présidents des chambres parlementaires à participer à cette 50e session de l'APF, marquant ainsi l'engagement actif de la République de Djibouti au sein de la francophonie parlementaire. Au cours de l'entretien bilatéral, les deux présidents du Parlement ont échangé sur le renforcement des relations interparlementaires entre la République de Djibouti et la République française, la coopération parlementaire francophone, ainsi que sur les grands enjeux régionaux et internationaux d'intérêt commun. Les discussions ont été franches, amicales et empreintes d'une volonté partagée de consolider les liens entre les deux institutions. À cette occasion, M. Dileta Mohamed Dileta a chaleureusement remercié son homologue française pour le traité de coopération en matière de défense conclu entre la République de Djibouti et la République française, un accord stratégique qui vient de renforcer davantage les relations bilatérales entre les deux nations. À l'issue de cette entrevue, M. Dileta Mohamed Dileta a signé le livre d'or de l'Assemblée nationale française. Cette cérémonie s'est déroulée en présence de son Excellence M. Aïd Moussa Yahya, ambassadeur de la République de Djibouti en France, et de l'honorable Omar Abdillahi Ahmed, président délégué de la section djiboutienne de l'APF, ainsi que de l'honorable Mme Ilaya Ismail Guedi, membre de la section djiboutienne et présidente de l'opposition UDJ. Du côté français, ont assisté à cette rencontre M. Yannick Pito-Favenek, président du groupe d'amitié France-Djibouti, Mme Amélia Lakrafi, députée des Français établis hors de France, ainsi que M. de l'Assemblée nationale et de la présidence. Cette visite officielle du président de l'Assemblée nationale de la République de Djibouti à l'Assemblée nationale française témoigne de l'excellence des relations entre les deux pays, fondées sur l'amitié, la coopération parlementaire et les valeurs partagées au sein de l'espace francophone. Retour à Djibouti, où, je vous le disais, dans le titre, où le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdile, accompagné d'une importante délégation, a effectué une visite de travail dans la région de Bok. Cette région fait face à un afflux massif de migrants, principalement des pays limitrophes, exerçant une pression considérable sur ces structures sanitaires. Arrivée par la mer, la délégation ministérielle a été chaleureusement accueillie par les autorités locales, notamment M. Moussa Adel Migueni, préfet de région, M. Mohamed Ahmed, président du conseil régional, Dr Hassan Ibrahim, médecin-chef du centre médico-hospitalier, ainsi que des chefs coutumiers et des représentants d'organisations de la société civile. L'objectif principal de cette visite était de s'enquérir de la situation épidémiologique dans la région, aggravée par l'afflux des migrants. Le docteur Ibrahim a exposé en détail l'impact significatif du nombre élevé des migrants sur le fonctionnement des structures de santé locales. Le ministre a affirmé le soutien de son ministère pour aider ces structures à faire face à cette situation. Après une visite du CMH de Bok, une réunion de concertation a eu lieu avec les autorités locales et les leaders communautaires, rassemblant administration, représentants du conseil régional, chefs coutumiers, associations et la Croix-Rouge. Plusieurs préoccupations majeures ont été soulevées par les participants, à savoir la construction de postes de santé dans les localités de Mulhle, Andoli, Lasra et Adgeno, ces dernières étant particulièrement enclavées. L'affectation d'une vedette rapide pour les secours en mer et la gestion des accidents majeurs, l'amélioration de l'approvisionnement en médicaments essentiels, le renforcement des capacités humaines et logistiques du CMH de Bok. Le ministère a souligné que cette visite était sa 4e dans la région en moins d'un an, réaffirmant ainsi l'engagement du gouvernement à répondre aux besoins des populations des régions de l'intérieur. Autre actualité dans ce 22h, c'est aussi l'autorité des ports et des zones franches de Djibouti, en coordination avec la capitainerie et le directeur général de la société, qui ont apporté une aide d'urgence à l'équipage du MV Magic 6, un vraquier bâton pavillon libérien qui a été attaqué dimanche en mer Rouge au sud-est de Hodeida sur la côte yéménite. L'équipage du navire a abandonné le navire en mer et a été secouru par le porte-conteneur Safran Prism, ramené sain et sauf à Djibouti. Au total, 22 marins ont été sauvés, dont un Roumain, un Vietnamien, 20 Philippins. Ils ont débarqué en bonne santé, sains et saufs, hier après-midi au terminal à conteneurs du SGTDI.
Pour rappel, Djibouti réitère son engagement en faveur de la sécurité maritime et du sauvetage des vies en mer, conformément à la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer. Dès là, je vous ramène dans le sud du pays où, après le lancement réussi à Djibouti-Ville, les ateliers de consultation pour l'élaboration de la stratégie nationale de cohésion sociale se poursuivent dans les régions. Après Djibouti-Ville, Arta, ce fut le tour d'Ali Sébié d'accueillir cette troisième étape, cette démarche participative. Sous le parrainage de la préfète adjointe, Mme Sirida Waberi Assoué, en présence du président du conseil régional, Chemak Hassan Alale, du représentant du ministère de l'Intérieur, Ali Mohamed, du directeur général du STID, Samat Al-Abdi, et des représentants du PNUD. Durant 2 jours, plus d'une quarantaine d'acteurs locaux imposés d'institutions publiques, déconcentrées, du secteur privé, de la société civile, ont pris part aux échanges et ainsi enrichi la contribution de la région d'Ali Sébié à cette stratégie nationale. Rappelons que cette stratégie nationale de cohésion sociale s'inscrit dans la vision Djibouti 2035, initiée par le président de la République, repose sur un processus rigoureux initié par le ministère de l'Intérieur en 2021 avec l'appui du PNUD et du CTID. Écoutons à présent le président du conseil régional et la préfète adjointe d'Ali Sébié. Un honneur et un devoir de vous souhaiter la bienvenue dans notre région à l'occasion de l'atelier de consultation sur la cohésion sociale organisé sous l'égide du ministère de l'Intérieur en partenariat avec les STID, avec l'appui du PNUD, que je tiens à saluer ici une profonde reconnaissance. L'objectif de notre rencontre est clair. Identifier ensemble les facteurs qui renforcent ou fragilisent la cohésion sociale dans notre région, recueillir la perception mais aussi faire émerger des recommandations concrètes, pertinentes, adaptées à notre contexte. Nous devons profiter de cet espace d'échange aujourd'hui et donner la parole à toutes les composantes de notre société. Jeunes, femmes, leaders communautés, religieux, acteurs économiques. Confronter les expériences, croiser les regards et surtout bâtir un socle commun de propositions qui viendra enrichir la future feuille de route nationale. Permettez-moi, en ma qualité de représentant de l'État dans la région d'Ali Sébié, de vous souhaiter la bienvenue à l'occasion du lancement de cette session de formation sur la cohésion sociale sous l'égide du ministère de l'Intérieur, du programme des Nations Unies, ainsi que le Centre de technologie de l'innovation pour le développement. Cette initiative que je salue avec la plus grande considération s'inscrit dans une dynamique visant à renforcer les mécanismes de prévention des conflits, à promouvoir l'inclusion sociale et à consolider les vivre ensemble au sein de nos collectivités. La cérémonie de clôture de la session d'immersion des jeunes éclaireurs organisée du 3 au 6 juillet au centre d'instruction Cheikh Moussa de la Gendarmerie nationale s'est tenue dimanche matin à 11h dans la grande salle polyvalente du centre de conférence lieutenant-colonel Houch Roble Idlé. Cet événement a été coprésidé par Mohamed Abdallah Mayoub, secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, représentant du ministre, et par le commissaire, à savoir le colonel Ali Mohamed Roble, représentant du chef d'état-major de la Gendarmerie nationale. Des nombreuses personnalités, dont plusieurs responsables du ministère et des officiers supérieurs de la gendarmerie, ont également honoré de leur présence à cette cérémonie marquante. La centaine des jeunes éclaireurs ayant pris part à cette session d'immersion étaient également présentes, clôturant ainsi 3 jours d'activités intenses et enrichissantes. La cérémonie a débuté par la projection d'un clip vidéo retraçant les moments forts de leur immersion, activités de civisme, courses d'orientation, enseignements sur le patriotisme, la religion et les valeurs fondamentales. Les discours officiels ont ensuite été prononcés par Mohamed Abdallah Mayoub et le commissaire, le colonel Ali Mohamed Roble. Le secrétaire général a transmis au nom du ministère de l'Éducation ses remerciements au chef d'état-major pour l'accueil et l'organisation exemplaire de cette immersion, saluant l'implication et le dévouement remarquable de l'encadrement de la gendarmerie. Cette initiative s'inscrit ainsi dans une volonté partagée de renforcer l'éducation citoyenne des jeunes en leur transmettant
les repères essentiels pour devenir des acteurs responsables et engagés au service de leur pays. La remise des certificats de participation aux jeunes éclaireurs a marqué un moment fort de la cérémonie, suivi d'une photo de groupe symbolique avec les officiels. Eh bien, le colonel a exprimé sa reconnaissance au nom du chef d'état-major pour la confiance témoignée par le ministère en confiant à la gendarmerie la conduite de cette initiative. Écoutons-le. Avec un immense honneur que je représente le chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le colonel Zakaria Hasanaden. Donc c'est avec un honneur que je prends la parole à l'occasion de la clôture de ces 3 jours de sensibilisation des jeunes éclaireurs qui sont déroulés en immersion au sein de la gendarmerie nationale et plus particulièrement au centre d'instruction Cheikh Moussa dans lequel nous nous trouvons actuellement. Donc c'est la journée qui a été dédiée au civisme, au rôle essentiel de la gendarmerie, à la découverte de nos installations, aux techniques d'orientation, ainsi qu'au respect envers les aînés et quelques notions de la religion. Il s'agit d'un programme varié, divers, qui ont été concoctés pour organiser justement ces formations et nous pensons que ça a été déjà un succès. La gendarmerie nationale est donc fière d'avoir activement participé à cette première édition d'immersion des jeunes éclaireurs. Nous soutenons pleinement cette initiative porteuse de valeurs citoyennes fondamentales. Ces journées ont permis de renforcer chez nos jeunes une conscience civique, un attachement profond aux principes qui fondent notre société. Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude à tous les participants, jeunes éclaireurs, encadreurs et intervenants, dont l'engagement et la motivation ont été essentiels à la réussite de cette expérience. Votre enthousiasme et votre implication sont la clé du succès de ce projet. Soulignons également que la gendarmerie nationale restera toujours disponible et engagée pour accompagner les prochaines éditions prévues dans le cadre de ce projet. Eh bien, les deux responsables ont réaffirmé leur volonté commune de pérenniser ce type d'activité scolaire à la croisée du civisme, de la discipline militaire et des valeurs citoyennes. Écoutons le secrétaire général du MENFOP. Je tiens tout d'abord à exprimer mes plus sincères remerciements à la Gendarmerie nationale pour son engagement inestimable dans ce programme de formation des jeunes éclaireurs que les ministères de l'Éducation et la PEPS ont lancé conjointement. Mon colonel, votre expertise, votre rigueur et votre dévouement ont été les piliers de cette formation. Vous avez su transmettre à nos jeunes non seulement des compétences techniques indispensables, mais également des valeurs fondamentales, d'esprit d'équipe, de discipline, de courage, de civisme, qui sont l'essence même de l'engagement au service de la nation. Cette formation des éclaireurs, qui s'inscrit pleinement dans la vision du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, aujourd'hui se clôture avec satisfaction et grande joie. Je suis convaincu qu'en quittant ces centres de formation, vous sortez grandi, vous sortez épanoui et vous sortez aussi formé avec des compétences nouvelles. N'oubliez pas et n'oubliez jamais les leçons que vous avez apprises ici. Portez haut les valeurs de courage, d'intégrité et de dévouement que vous avez renforcées dans ce centre de formation. Soyez des modèles pour vos pairs et des bâtisseurs d'un avenir meilleur pour Djibouti. Je voudrais ici donc réitérer encore les remerciements du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, à la Gendarmerie nationale et plus particulièrement au chef d'état-major de la gendarmerie, le colonel Zakaria, à qui nous sommes toujours reconnaissants pour son accompagnement indéfectible et continu au ministère de l'Éducation nationale.
Direction le sud du pays où le festival organisé par la Fédération djiboutienne de football à Dikil le 7 juillet semble avoir été un événement mémorable et significatif pour la communauté. En rassemblant des centaines d'enfants âgés de moins de 11 ans, cet événement a non seulement sensibilisé les jeunes au football, mais a également renforcé l'engagement de la région envers ce sport. La présence des personnalités influentes comme M. Saïd Bouhakamil, membre du comité exécutif et président des ligues régionales, et M. Ilyas, technicien de la Fédération djiboutienne de football, témoignent de l'importance accordée à l'événement, leur implication ainsi que celle de Mustafa, président de la Ligue de Dikil, et de son équipe, montrent un soutien fort, collectif pour la promotion du football à Dikil. Ce festival représente un pas significatif vers la création d'une culture footballistique chez les jeunes et peut-être même l'émergence de futurs talents dans la région. En investissant dans les jeunes, la Fédération djiboutienne de football contribue à bâtir un avenir prometteur pour le football dans le pays. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous sommes aujourd'hui à Dikil, la ville de l'unité, en l'occasion de l'organisation d'un festival pour les jeunes de moins de 11 ans, garçons et filles. Ce festival est organisé par la Fédération djiboutienne de football avec la collaboration de la FIFA, de l'AFD et de Play International. Donc cet exercice concerne pour les jeunes de moins de 11 ans pour les faire aimer le football, pour les montrer afin qu'ils choisissent le football comme activité footballistique et qu'ils pratiquent ce football. Donc ce ne sera pas la dernière fois. La fédération va encore organiser des événements pareils pour montrer aux jeunes l'activité du football et pour les faire aimer, pour qu'ils pratiquent. Nous restons toujours dans le domaine sportif, mais cette fois-ci dans le nord du pays où, sous l'égide du secrétariat d'État chargé des sports, l'association Solidarité communautaire pour le développement de Weima a officiellement lancé la première édition du tournoi d'été à Blaf. La cérémonie d'ouverture s'est tenue en présence de M. Omar Hassan Abdillahi, directeur des régions du secrétariat d'État au sport, accompagné de son staff technique. Plusieurs équipes locales ont d'ores et déjà pris part à cette compétition qui s'étendra sur plusieurs semaines au-delà de la dimension festive et ludique. Les organisateurs souhaitent faire ce tournoi une véritable pépinière de talents. L'objectif est clair, détecter les jeunes prometteurs, valoriser leur potentiel et à terme contribuer à la promotion du sport national. Et enfin, dans l'actualité internationale, je vous le disais dans le titre, 5 soldats israéliens ont été tués et au moins 14 autres blessés lors d'une opération de grande envergure menée par la résistance à Beit Hanoun, au nord de la bande de Gaza, selon un communiqué de l'armée d'occupation publié mardi matin. Des médias israéliens avaient auparavant rapporté la mort de 5 soldats et 6 blessés. L'incident s'est produit tard dans la soirée d'hier lorsque des combattants de la résistance ont fait exploser un engin contre un véhicule blindé transportant des soldats avant de cibler un robot chargé de munitions avec un missile anti-char pendant sa préparation. La résistance a ensuite visé la force de secours israélienne arrivée sur le lieu de l'attaque. Les habitants de la ville ont rapporté avoir entendu le bruit d'une explosion massive. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés. Le programme continue sur Télé Djibouti. Restez avec nous.